Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Chave FM, le podcast de la Clusa. Aujourd'hui on sort du studio et on va à la ferme, on va chez Gérard Agnolet, dit GG, un gars qui cumule plusieurs casquettes comme beaucoup de gars dans la vallée, agriculteur, athlète de haut niveau, en ski de fond. Et on est du côté des prises aujourd'hui, à la ferme familiale. Alors on va retrouver GG, le maître des lieux, tout de suite. Allez, c'est parti. Salut. Hello. Salut, Ça va bien? C'est Pierrick. Voilà. Ça Salut. va? C'est clair. Salut. Venez rentrer, venez boire le café. Merci. Rentrez. Asseyez-vous. Directement dans la salle à manger, dans la cuisine. Alors, merci de nous recevoir, GG. On dit GG ou Gérard, tu préfères quoi? GG. GG. Tout le monde m'appelle GG. Ok, bon, c'est parti. On le disait, ouais, tu cumules plusieurs casquettes, champion, agriculteur, fermier, voilà, la totale, un peu comme beaucoup de personnes ici. Pour démarrer ce podcast, et pour démarrer cette année d'ailleurs, bonne année. Merci, vous aussi. On s'est dit que le mieux ce serait déjà de faire ton petit CV, ta petite présentation, avec des questions toutes bêtes. Quel âge tu as? J'ai 31 ans. 31 ans. Et quel âge mental tu as? Je suis plus jeune. Je savais pas donner un âge, mais je suis un peu plus jeune. Jeune dans ta tête. Jeune dans ma tête, exactement. 31 ans, c'est quand même jeune aussi. Ta passion, c'est quoi? Ma passion, c'est le ski de fond. Ouais. Enfin, j'aime le sport en général, mais depuis tout petit, c'est le ski de fond. Et puis j'aime bien aussi la nature, la ferme. Mais c'est le ski de fond, ma passion. Avec la vue qu'on a ici là, depuis la cuisine, sur les laquais, sur le stade des Joues, l'étal, c'est canon, ouais. Ouais, franchement, T'es pas bien. on n'est pas trop mal. Hein. Il y a plus à plaindre. Si t'as une passion inavouable, alors la passion c'est le ski de fond, la passion inavouable ce serait quoi? Ça serait... Non, je pense que j'aime bien aussi tout ce qui est nature, agriculture, ça me plaît énormément aussi. Ouais. Après, honnêtement, pour l'instant, c'est... on va dire mes 3 premières années de ma vie, c'est le sport qui rythme ma vie. Ok, on est bien tombé alors. Est-ce que tu as des bonnes résolutions en ce début d'année 2024? Ça serait... Non, avant toute chose, déjà une bonne santé. Je pense que pour faire du sport, déjà, si on n'est pas en bonne santé, Ouais. c'est la priorité. Après, je veux me faire plaisir. Je pense que dans la vie, si on n'aime pas ce qu'on fait, il n'y a déjà pas trop de... Enfin, pour réussir dans la vie, il faut aimer ce qu'on fait. Donc moi, j'aime déjà énormément m'entraîner, mettre des dossards sur le dos. Mhm. Donc je veux me faire plaisir sur les courses. Et puis après, les résultats, on va dire que c'est pas secondaire, mais ça découle du plaisir et de l'entraînement. Donc, la forme, la passion, tout ce qu'il faut. Exactement. Des choses à ajouter, Claire? Comme d'habitude, on est deux derrière le micro. C'est ça, comme d'habitude, on est deux. Non, mais c'est vrai que la passion et le plaisir dans ce qu'on fait, ça nous mène en général assez loin. Et du coup, nous, vu qu'on est ici avec toi, chez toi, du coup, t'es ici depuis tout petit. T'as grandi t'es à la ferme depuis tout petit. Tes parents, t'as baigné un peu dedans. Et aujourd'hui, du coup, tu continues de les aider et même de travailler ici. Du coup, c'est quoi un peu ton travail au quotidien ou même, est-ce que t'es là au quotidien d'ailleurs ou est-ce que tu l'es pas au quotidien? Raconte-nous un peu ta vie. Alors, ouais, je suis au quotidien, on va dire ici. Après, je fais partie d'une équipe de ski de fond, donc le Haute-Savoie Nordic Team. Donc c'est une équipe départementale. On est entre le comité Mont Blanc et l'équipe de France, on va dire. Et donc on a des stages tous les mois dans l'année. Donc quand je suis en stage ou en compète, je ne suis pas ici, mais jusqu'à présent j'étais ici. Là j'ai acheté un appartement dans une commune voisine. Mais sinon non, je suis ici. Et le rythme, la priorité ça reste le ski. Donc c'est l'entraînement. Donc j'ai 2 entraînements par jour, matin et après-midi. Et entre 2 entraînements, j'aide mes parents à la ferme. Ok. Et du coup, c'est un peu une affaire de famille au final. Est-ce que tout le monde travaille à la ferme? Tes sœurs aussi, est-ce que t'as des sœurs? Ou du coup, elles ont fait autre chose? Ou il y a vraiment toute la famille qui s'aide un peu au quotidien? Et en fait, j'ai 2 petites sœurs. Donc j'ai celle qui est juste après moi, qui a 2 ans de moins. Donc c'est Amédine. Donc elle, non, elle n'est pas du tout là-dedans. Elle en fait pour le plaisir, mais c'est tout. Et elle travaille à Thônes, à la ferme de Lorette. Elle est vendeuse, elle est maman et voilà. Elle habite à Saint-Jean, donc elle habite pas ici.
Après, elle sait tout faire, hein, des fois, elle vient, elle donne un petit coup de main à ma maman à vendre, mais elle sait fabriquer aussi, Ouais. mais elle n'est pas du tout là-dedans. Et la dernière, donc j'ai une autre petite sœur qui est de 99, Éléonore, et elle a terminé ses études ce printemps, elle est pharmacienne. Et pareil, elle n'est pas du tout là-dedans, mais pareil, comme Améline et comme moi, on sait tout, enfin tout le monde sait tout faire, mais Ça filer des coups de main voilà, quand il exactement. faut. Et puis, et après elle était en études à Lyon, donc elle n'était pas ici. Et puis par contre elle était au club à la Clusaz et au comité Mont Blanc, étant petite en ski de fond. Donc elle en fait encore pour le plaisir. Elle est un peu plus sportive que la première, enfin, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, il y a que moi avec mes parents à la ferme et il n'y a que moi dans le sport. D'accord. Et on se demandait, on te présentait comme le maître des lieux en rentrant, mais ça reste la maison des parents ou enfin, ça s'organise comment? C'est eux les patrons? Ouais, c'est chez eux, c'est eux les patrons et c'est eux qui commandent. Ok. Et vous fabriquez quoi? Reblochon, Tom? Vous faites Ouais, que alors tout la production principale, c'est le reblochon fermier. Ouais. On fait aussi de la tome, du beurre, des faisselles et tome blanche et lait. Ça donne faim, ça. On On bien le goûter dit un- au moment où on enregistre le podcast, il est presque 11h du matin, donc Bientôt l'heure de la on ira faire un tour juste à côté pour visiter tout ça. Vous voulez boire un petit coup? Je vous sers le... Ah bah ouais, oui, parce qu'on parle de manger, mais sinon... On boira le blanc et le reblochon après. Peut-être pas quand même pendant qu'on bosse, mais... Ah, merci, super. Ça, tu te sers. Tu nous accompagnes? Non? Je vous accompagne. Ouais. Un petit café. Non, mais en tout cas, c'est vraiment chouette de nous recevoir dans le chalet, de pouvoir profiter de tout ça. T'inquiète, merci. Et alors, le nouvel an, tu l'as passé ici, tu l'as passé sur les skis, t'as fait quoi de beau? Alors j'étais à la Clusaz et je l'ai passé... j'ai mangé un plat de pâtes à 8h et j'ai regardé la télé tout seul et je suis allé me coucher. Ok, bon, Cette année, je l'ai pas fait. une soirée sage. Ouais. Ouais. Bah, je sais pas encore combien de temps je vais faire du ski, donc je me dis que c'est peut-être ma dernière année, j'ai pas trop envie d'avoir de regrets, donc je voulais un peu Tu mets tes chances faire le métier. Il y a des courses tous les week-ends à partir de ce week-end, donc d'être en forme. je suis resté calme et voilà. Ça marche. Bon, pendant qu'on boit le café avec toi, eh ben, on va en profiter pour faire un petit point sur les événements qui vont arriver au mois de janvier, sur l'agenda. On aime bien habituellement que ce soit justement les invités qui présentent notre agenda. Comme ça, on découvre et puis on essaye de tester, voir si tu es au courant de tout ce qui se passe par ici. Qu'est-ce qu'on a de beau ce mois-ci? Et bah, ça va attaquer le 13 et 14 janvier par le Bélier Blanc. Ouais. Le Bélier Blanc, qui est d'ailleurs presque complet. Il reste des places uniquement pour la trace poursuite. Donc la partie ski de rando le vendredi soir. On lâche en mass start les personnes en ski de rando. Et le but, c'est d'essayer de ne pas se faire rattraper par des athlètes, un peu comme toi d'ailleurs. Peut-être que tu y seras, non, je sais plus. T'as déjà participé, il me semble, au bélier. Alors au Bélier Trail. Au Bélier Trail, ouais. Au Bélier Blanc, non, jamais, j'aimerais bien. Et à chaque fois, je suis en week-end de course. Là, il y a le marathon de Bessan le même week-end. Mais... Ah bah oui. Et s'il annulait, par contre, ça serait avec plaisir. On va pas te le souhaiter, parce que c'est quand même aussi une belle course, ça, le marathon de Bessin. Autre événement ensuite... Donc c'est la Nocturne des Fondus, le vendredi 19 janvier 2024, de 17h à 21h. Ouais. Une nouveauté cette année, du coup. Ouais, une nouveauté, du ski de fond en nocturne, aux confins, organisé par le club des sports, avec du ski de fond à la frontale, en fait, sur le plateau des confins, sur le domaine. Et des animations en tout genre, il y aura à manger, il y aura à boire, et il y aura de quoi s'amuser, des petits borders, je crois, du biathlon, des chronos, des petites choses comme ça. Ou pour tout simplement ceux qui veulent skier de nuit, les pistes et vos petites lampes, vos petites jambes. Et on espère que les conditions elles seront top. Nous on y sera en tout cas pour faire des images, ça risque d'être sympa. Peut-être que toi tu y seras. Ouais, Course aussi, j'ai prévu d'y aller aussi. Et je trouve que c'est des super événements de confronter si les athlètes de la station peuvent être là avec tous les gens présents dans la station, c'est des super événements, je trouve très convivial et je donne rendez-vous à tout le monde là-haut pour un petit tour de ski de fond et faire découvrir la discipline. Ça risque d'être sympa et ça permettra aussi de tester, voir si ça marche pour éventuellement la saison prochaine faire plus de nocturnes en ski de fond. Enfin, en tout cas, on l'espère, si le public est au rendez-vous, ça permettra de développer un petit peu tout ça. On passe à la suite.
Alors, un autre événement, c'est Radio Me Circus Party le 27 janvier avec Loulou Ferrari de 17 À à 19h30. 19h30 et Teki Latex de 19h30 à 22h. Ça va, tu t'en sors pas trop mal. Ouais, c'est un peu un échauffement avant le festival Radio Me Circus. Et donc c'est gratuit, c'est sur la place de l'église. Et il y aura 2 DJ, comme tu as annoncé leur nom, Loulou Ferrari et Teki Latex, qui succéderont sous la grenette pour mettre l'ambiance. Et ça risque d'être sympa. C'est un samedi, fin d'après-midi, donc un bon prétexte pour faire un après-ski. Ça risque d'être cool. On passe maintenant à ton agenda à toi, parce que tu nous disais que tu avais pas mal de courses de prévues sur les week-ends. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire de beau ces prochains jours? Et ces prochains jours, ce week-end, je cours le marathon de l'Alpe d'Huez, à l'Alpe d'Huez. J'ai déjà fait un marathon cette année en Italie, à la Sgambeda à Livigno au mois de décembre, mais on va dire que c'est vraiment le premier marathon de l'année. Ça Ok. lance la saison. Enfin, je me suis vraiment spécialisé sur les longues distances. D'accord, et quand c'est marathon comme pour la course à pied? Ouais, alors Ça, exceptionnellement, là, c'est c'est un un peu 30 plus long. km, Ah, ok. mais sinon, tous les marathons, c'est de 42 à 90, nous. D'accord, ok. Donc là, c'est le seul 30 km. Après, ça sera que 42 ou plus. D'accord. Et après, c'est parti pour tous les week-ends jusqu'à fin avril. Sauf annulation en cas de manque de neige ou de... Voilà, on ne souhaite pas, mais l'année Covid, voilà, il y avait des événements annulés et tout ça. Oui, il y a Mais, toujours des... mais normalement, c'est parti pour tous les week-ends. Donc après, ça enchaîne avec le marathon de Bessan mi-janvier. Le 20 janvier, il y a le marathon des Belles Combes. Mhm. Et après, ça part la foulée blanche fin janvier, dans le Vercors. Il y a début février, il y a plusieurs options entre la Bornandine au Grand-Beau, une course en Suisse, la Diagonela, il y a un marathon dans les Vosges aussi. Là, ça sera plus une course de préparation pour préparer le week-end suivant du 12 février, la Transjurassienne, qui est Ouais. un peu le gros objectif, Ouais, le grand rendez-vous. le grand rendez-vous. Et après la Transju, je fais une petite tournée nord-américaine, je pars au Canada, aux États-Unis, comme l'an passé. GG en donc, tournée internationale. Ouais, non, c'est vraiment j'ai de la chance de pouvoir faire ça et de voyager. Et puis, c'est des courses qui sont vraiment incroyables. Donc, je les ai découvertes l'an passé. Enfin, les T'avais États-Unis, j'avais déjà T'avais fait. ramené des médailles. Ouais, les États-Unis, j'avais ouais. déjà fait. Canada, j'avais jamais fait. Et donc là, on y retourne cette année. Cool, Du trop coup, bien. ça t'annonce une belle et bonne année 2024, pour le coup. Ouais, T'as un bon programme de prévu. Et tu vois, en le disant en intro, du coup, t'es agriculteur, mais t'es aussi athlète. Ici, à la Clusa, t'es soutenu par le club des sports et la destination en ski de fond. Et du coup, là, vu qu'on parle de ton programme et de tout ce que tu vas faire, tu peux nous parler un peu justement de ton histoire avec le ski de fond, à quel âge ça a commencé, pourquoi d'ailleurs le ski de fond et pas un autre sport. Est-ce que, voilà, comment ça s'est fait en fait? Ça s'est fait un peu naturellement et un peu par le plus grand des hasards. En fait, j'ai attaqué avec la course des jeunes planches à l'école, à la Clusa. Je suis né ici, donc j'étais à l'école à la Clusa. Et on avait une course en fin de saison. Enfin, déjà, on a appris le ski alpin et fond grâce à l'école. On allait à la piscine, à la patinoire et on a Des activités plutôt sympas, je Ouais, pense qu'il y en ouais. a qui vous envient un peu. C'est pas on ça dans a, toute on la a une chance France. énorme. Je pense qu'il faut s'en rendre compte. Et donc, j'ai appris à skier avec l'école. Et en fait, en fin de saison, on avait une course, c'était les jeunes planches. Donc, on avait une course en ski de fond et en ski alpin. Donc, en ski alpin, je faisais dernier à chaque fois. Et en ski de fond, j'étais un peu meilleur en CP, quoi. Mais rien d'exceptionnel. Ouais. Et en fait, je suis rentré aux Écureuils. C'était une section de l'ESF au plateau des Confins. Et l'année suivante, en CE1, j'ai fait deuxième. Et donc, le club des sports m'a contacté, m'ont dit est-ce que ça dirait de rentrer au club pour découvrir le ski de fond, quoi. Et je suis rentré, et à partir de là, C2, CM1, CM2, j'ai gagné les jeunes planches. Ok. Et après, de fil en aiguille, je suis rentré au comité Mont Blanc. J'étais du coup au collège à Thônes, au Saint-Joseph, en ski-études. Après, je suis parti en ski-études au Fayet, en classe sport. Donc, j'ai passé un bac ES en 4 ans. On était libérés tous les hivers pour s'entraîner. Et après, je suis allé à l'IUT Anne-Sylvieux, pareil en ski-études. Donc, j'avais cours que 3 mois dans l'année. On était tout le temps libérés pour s'entraîner à côté. Trop bien. Et j'ai passé un DUT technique de commercialisation. Et après, les études, c'était pas trop fait pour moi. Donc, j'ai arrêté après. Et après, j'ai fait des petits boulots pour payer mes saisons d'hiver, on va dire. Et puis après, je me suis consacré à l'entraînement. Et puis comment tu l'as vécu toi en tant que jeune
parce que du coup, forcément, ton parcours, il est un peu différent vu que tu avais le ski-études. Bon, il y en a aussi d'autres comme toi qui ont fait ski-études. Mais du coup, d'avoir des études plus longues, tu vois, le bac ES en 4 ans, est-ce que du coup, tu l'as vécu comment un petit peu? Est-ce que Ça peut faire des fois un C'est décalage. ça, un décalage avec les autres ou pas du tout? Et au final, vous baignez un peu tous dedans en ski-études et vous vous rendez pas trop compte Ouais, je pense que c'est plus ça, on se rend vraiment pas trop compte. On est un peu un groupe de copains depuis tout petit, au club, tout ça, donc on fait... C'est vrai qu'on est ensemble dans les études, on est ensemble dans le ski, et puis après, c'est sûr par rapport aux conscrits, ceux de notre âge de l'école primaire, on a un peu perdu contact parce qu'on est un peu en décalé, mais non, franchement, je l'ai plutôt bien vécu, et puis moi, j'ai jamais été trop attiré par les études, tout ça, donc ça m'a pas dérangé dans mon cursus plus tard. Donc non, franchement, ça s'est plutôt bien passé. Trop bien. Bon. Eh ben, comme on l'évoquait au début, on va aller faire un petit tour dans la ferme pour que tu nous fasses découvrir les lieux. Et ben avec grand plaisir. On est venu pour ça, donc on va regarder un petit allez. tout ce qui se passe. Je te laisse prendre le micro, Claire. Exactement. Hop. Et on passe à la suite. Allez, c'est parti. Et rentrez. Alors, on est où par là? Donc là, on est dans la salle de fabrication. Cool. Tac, je ferme la porte. Affinage en cours. Affinage en cours. Donc après, on est une ferme qui est très, on va dire, structurellement parlant, qui est ancienne, qui est petite. Donc voilà, tout est... je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte quand on est rentré, vous êtes rentré ici. Ouais. Donc on est au même étage, la salle de fabrication et l'habitation. Ouais. Et au-dessus, on ira voir, c'est la grange où il y a le foin. Et en bas, c'est où il y avait autrefois les bêtes. Ouais. Et nous, elles sont sur le côté, à côté. Et en fait, c'était bien fait, c'est que en fait, les bêtes étaient toujours, on va dire, soit en dessous, soit sur le côté pour qu'elles aient le soleil, elles soient... En fait, c'était elles qui faisaient vivre les familles, quoi. Donc, c'était elles qui avaient la meilleure place. Il y avait l'habitation qui était au milieu et en fait le fond au-dessus ça permettait c'était une forme d'isolation en fait. Ouais. Oui, fait ça apportait de la chaleur. Exactement. Dans la maison. Ouais, donc tout était un peu conditionné pour que tout soit fonctionnel et en fait nous l'hiver il y a des portes et on sort quasiment pas de la maison quoi. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est bien foutu. Là on a des fromages en train d'être affinés, ils sont datés et puis on a les plus jeunes qui sont juste là, c'est ça? Ouais. Alors, juste pour faire une petite explication, en fait, mon papa, donc, il traite à côté. Il y a les bêtes qui sont juste là, on ira les voir après. Donc, le lait, il arrive dans le chaudron ici, qui est en cuivre, qui est juste à côté. Ensuite, avec un tranche-cahier, on va décailler le lait, qui est ici. Et en fait, après, on va venir ici, sur la table de moulage. Avec des poids pour évacuer l'eau. Ouais, alors on va mettre les toiles qui sont... On les a mis dans un petit seau là-bas. Des toiles. On va mettre avec les petits moules. Donc c'est aussi ici qu'on peut venir chercher la tome blanche. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut la réserver. Comme ça, on ne met pas le poids dessus et elle est toute fraîche et on mange ça avec une patate, des patates, charcuterie, salade verte. C'est un peu le plat traditionnel d'ici. Ouais. Et donc en fait, on moule dans ces petits moules, tac, et on met une petite plaque de caséine, en plastique juste au-dessus. Et là, vous voyez, il y a la pastille verte. Je ne sais pas si vous voyez. Si, on voit donc bien. il y a notre numéro, donc nous c'est le numéro 235. Numéro de la ferme. Donc ça c'est le numéro de la ferme, chaque agriculteur a son propre numéro. Après il y a, donc là elle est à l'envers, mais c'est 5F7. Ça c'est chaque jour il y a un numéro, c'est pour la traçabilité en cas de problème. Donc chaque fabrication, il y a des nouvelles pastilles. Ouais. Comme ça, au moins, le jour où il y a un problème, on peut détruire qu'une seule et même fabrication et pas toute la fabrication. Et donc ça, la pastille verte, c'est le symbole du reblochon fermier. Le gage de qualité. Exactement. Ouais. Et le rouge, c'est le laitier. Donc, le fermier, il est fait 2 fois par jour à la ferme par un seul et même producteur. Et alors du coup, nous on sait qu'on peut venir à la ferme ici à la Clusa acheter ces fromages que vous faites tous les jours, mais est-ce qu'on peut les trouver autre part ou vous les vendez vraiment ici à la ferme Ouais, alors chaque agriculteur, la plupart les vendent en vente directe à la ferme. Et après, vu qu'on est quand même... en fait, le reblochon fermier, il est fait 2 fois par jour, matin et soir.
tout au long de l'année, 365 jours par an. Donc en fait, ça fait quand même énormément de production. C'est un fromage au lait cru qui ne se garde pas. Donc tous les agriculteurs ont une coopérative ou un grossiste. Parce qu'en saison, on pourrait tout vendre à la ferme, mais les périodes creuses, le printemps ou l'automne, il n'y a pas grand monde dans la station. Donc on est obligé d'avoir quelqu'un qui nous permette d'écouler le stock. Quoi. Et par jour, ça représente combien en volume Alors nous, on est une petite ferme, on traite 28 vaches, on en a 35 en tout. Donc nous, on est à peu près à 120 reblochons par jour. C'est déjà pas mal. C'est 60 par traite, mais non, nous, on est très petits par rapport même aux autres fermes de la Clusaz ou aux autres fermes du coin, mais ils sont plus en geek et c'est des... Voilà, mais après, il faut écouler, quoi. Ouais. Et après, donc, les reblochons, ils restent là toute la journée, ils s'égouttent, et après, on va les passer dans une saumure dans l'eau salée. Okay. Donc là, 2 heures de temps. Donc le sel, c'est pour le goût et aussi pour la conservation. Ouais. Donc on les met là, et après, on va les passer sur ces petites planches, des planches en épicéa, et on va les mettre sur le séchoir, qui est ici. Et en fait, les reblochons, donc là, c'est les reblochons de ce matin. Donc ils vont, ce soir à 17h, on va les mettre dans la saumure. À 19h, on va les sortir ici. On va les mettre sur ces planches. Okay. On va les laisser sécher. Et en fait, tous les jours, on les retourne. Comme ça. Comme ça, ils s'affinent et ils sèchent. Et ouais, donc là, tous les jours, on les retourne. Et au bout d'une semaine, ils sont en haut. Et ici, ils sont un peu tout gluants. C'est un peu le sel, ils suppurent un peu. Et donc après, on va les passer dans une machine qui est ici. Qui les brosse. C'est un peu comme nous, une douche. Ouais. Et on va mettre de l'eau tiède. Et les reblochons, ils vont être frottés sur les côtés et sur les faces. Et après, on va les remettre sur des planches d'épicéa, mais cette fois-ci propres. Des nouvelles planches en haut. On va les laisser une journée ressécher ici. Et après, ils descendent en cave. D'accord. Cave d'affinage pour... Et on va aller voir la cave. Et elle reste... Ouais, d'accord. Et il reste combien de temps, la cave, après, ensuite ? Il reste 15 jours. Juste une journée, ok. 15. Ah, 15, pardon. 15, ouais. Une semaine au séchoir et 15 jours en cave. Et un reblochon, il est bon au bout de 3 semaines. Ah, donc finalement, c'est assez long quand même. Ça se fait pas en 2 jours, quoi. Ouais, ça se fait pas en 2 jours. Ah, sinon, ce serait trop simple. Et donc le reblochon, tous les jours, pendant 3 semaines, il est retourné tous les jours, en fait. Ok. Donc il y a pas mal de manutention. Donc voilà. Et après, ils arrivent ici. Et là, pareil, tous les jours, on les retourne. Et puis, donc après, vous voyez, là, ils sont tout blancs. Et puis après, ils vont prendre leur couleur. Et quand ils sont affinés, on les met de ce côté. Et là, il fait un peu plus frais aussi. Enfin, c'est volontaire, normal, d'avoir il y a beaucoup de changement de température. Exactement. Exactement. Là, malheureusement, la cave, elle est un peu vide parce que justement, ce matin, je me suis levé à 5h. Tous les mercredis, je me lève à 5h et j'emballe pour le marché. Parce que mon papa, il vend au grossiste qui le récupère au marché du Grand Bornand tous les mercredis. Okay. Donc, et vu que les caisses, on met 70 reblochons dans une caisse en bois. Donc, on les met dans la cave et on les monte à la voiture en haut. Donc, c'est un peu lourd. Donc, donc c'est moi qui le fais. Donc, tous les mercredis, je me lève à 5h et j'emballe pour le marché. Trop bien. Donc, hier, la cave, elle était toute pleine des 2 côtés. Là, et là, il y en a plus trop. Une petite moitié de rempli, ouais. Une bonne moitié de rempli. Et après, on a une cave à tomes, mais la tome et le reblochon sont pas copains, on va dire. Donc, faut pas on peut pas mélanger, on peut pas mettre des tomes ici. Et en fait, des paramètres différents pour les tomes, c'est pas lavé et c'est un peu des poils de chat dessus. Donc, pareil, dès qu'on va dans la cave à tomes, on est obligé de bien se laver les mains et se changer pour pas amener on va dire le champignon du fromage de la tome sur le reblochon. Quoi. Trop cool. Génial. Mais finalement, il faut quand même avoir pas mal de connaissances. Disons que c'est quand même plus simple quand tu baignes ici depuis tout petit, tu as un peu les réflexes et puis tu as appris ça depuis longtemps, quoi. Oui. Non, mais bien sûr, après moi, j'ai jamais fait d'études. J'ai passé une petite formation à La Roche sur le lait, tout ça, parce que ça me plaît, mais j'ai jamais fait d'études. J'ai qu'appris sur le tas, quoi, avec mes parents. Après, c'est pas très compliqué, mais c'est sûr qu'il y a un processus et il y a... C'est des automatismes. C'est des automatismes, exactement. Comme pour le sport, finalement. Oui. C'est une routine, un entraînement. Exactement. Et Et après, il y a 13 fermes à la Clusaz. Il y a à peu près 130 fermes dans les Aravis. La base, elle est la même pour tous. Sur le reblochon fermier, c'est 2 fois par jour. Le processus est le même chez tout le monde, mais tout le monde a une façon différente de faire, quoi.
C'est pour ça que chaque reblochon est unique et a un goût différent, parce on a tous notre petite façon pour fabriquer, toutes les caves sont différentes, tous les pâturages sont différents, l'herbe n'est pas la même partout. C'est pour ça que chaque reblochon est différent, quoi. Ok. Et puis ce qui est intéressant, c'est que l'été, quand il y a la foire, on peut même aller goûter les différents reblochons. Parce qu'il me semble qu'il y a un concours qui se fait, et c'est là qu'on peut aussi voir la différence entre tous les reblochons, et c'est assez intéressant. Exactement, Claire, tu as totalement raison. Donc, ceux qui viennent chez nous l'été, n'hésitez pas à aller aux petites fêtes locales. C'est l'occasion de déguster. Ouais, il y a la fête du reblochon. Ça tombe autour du 15 août. Autour du 15 août chaque année. Donc là, c'est sur le reblochon et l'artisanat. Et la foire à la Clusa, plutôt le deuxième week-end de septembre. Ouais. Et là, chaque ferme, tout le monde descend à pied les vaches, les décore, les font toutes belles. Donc il y a un concours de vaches, on pourrait élire la plus belle des vaches. Et un concours, comme tu l'as dit Claire, de reblochon, où chaque agriculteur amène ses reblochons du moment. Et il y a un jury neutre. Il y a des professionnels du reblochon et il y a aussi, on prend des gens, des locaux, et on juge les reblochons, quoi, sur le goût, l'aspect. Voilà. Après, c'est jugé par l'homme. C'est tout un métier. Ouais, c'est toujours intéressant à voir et à faire. Ouais, carrément. Et on va continuer la visite. Et allez, c'est parti. Tu nous amènes où cette fois? On va aller voir la grange et puis l'étable. Allez, super, on y va. Allez-y, c'est tout bon. Belle collection de cloches dans l'entrée. Ouais. Avec les noms. Il y a une petite tradition chez nous. En fait, chaque enfant d'agriculteur, quand ils naissent, leurs parents leur offrent une cloche, donc avec leur nom, leur date de naissance. Donc là, par exemple, c'est la mienne. Il y a mon nom, ma date de naissance. Et on a l'emblème de la Clusa qui est le bélier. Et après, on la décore. Leur petite photo. Voilà, ma petite sœur à la photo. Chacun a des petites hirondelles. Et quand on déménage, on part, on a notre chez soi, on part avec la cloche et on la met. Donc il n'y a que 2 cloches là. Ma petite sœur est déjà partie avec sa cloche et voilà. Et toutes les autres cloches, donc c'est pour la foire, pour les transhumances, quand on monte en alpage et on descend d'alpage. Et donc c'est les jours de fête, quoi. Ouais. On les met. Et il y a aussi qui sont dédicacés, signés. Il y a des petits mots sur les cloches, sur les colliers et tout. Ouais, et après c'est aussi c'est les lots dans les foires. Par exemple la foire de la Croix à la Clusa. Et chaque entreprise offre une cloche. Et c'est les récompenses. Et aussi quand il y a des mariages ou les aides d'honneur, on prend les grosses cloches là pour faire du bruit. Cool, trop bien. Tac. C'est par en haut. Par en haut, nickel. Du coup, l'hiver, t'as quand même ce petit passage où il faut s'habiller. Tu nous disais qu'il y avait... Ouais, après on peut passer tu peux passer de la fabrication à l'étable et de l'étable directement à la grange. Ça, c'est quand même pas mal. Vous voulez passer là ou vous voulez que j'ouvre les portes là? Lui c'est Pipo, c'est lui qui va chercher les vaches. Faites attention au trou. Hop, le chien qui te saute dessus. Et Pipo. Allez. Je sais pas si vous voulez passer là ou rester ici, mais... Ah si, t'inquiète. Ça fait? Ça passe. Ça passe. Hop là. On est dans la paille. Voilà la grange. Joli. Donc pareil, elle est pas très pratique, on va dire. Normalement, c'est des grands hangars. Et là, en fait, il y a plein de petits recoins, donc c'est pas... Ouais, il faut aller ranger. C'est pas évident, ouais. Tetris avec les bottes de paille. Exactement. Justement, les bottes de paille, elles sont là. Et on les met en fait tout l'autre côté. Et donc à chaque fois, les bottes de paille, autant on a une griffe donc pour le foin. Maintenant, avant, c'était que des petites bottes où on faisait des corvées pour les décharger, tout ça. Maintenant, c'est des grosses bottes, donc il y a la griffe. Mais par contre, pour la paille, c'est toujours des petites bottes de 15-20 kg. Donc à chaque fois, il faut être là, il faut être plusieurs. Et ça fait les bras. Ça fait les bras. Donc ça, pareil, c'est une organisation avec mon père. Dès que j'ai mes dates de stage, je lui dis, comme ça, il prend les camions de paille en fonction de si je suis là ou pas. Et pour les corvées. Pour les corvées, exactement. Toi, ça te permet de te faire un petit entraînement. Ouais, ça fait et la de pas petite faire séance le de côté muscu. sport, c'est ça. Dans la salle de sport à la maison. Exactement. Donc voilà, un peu. Et en fait, là, si on avance un peu, il y a une petite trappe. Okay. Donc en fait, de l'étable, quand on traîne, on passe ici et on donne le foin comme ça. D'accord. On n'a pas besoin de passer par dehors. Ok. Et là, du coup, c'est l'hiver. Donc les vaches sont à l'intérieur.
l'été, une fois qu'elles sortent, elles sont en alpage autour de la ferme ou Ouais. elles vont un peu plus loin ou vous Alors, les amenez le maximum, nous, où elles vont, enfin, c'est que autour de la maison, parce Ouais. qu'on est obligé de traire à la ferme, même l'été. Oui, puisqu'il y en a certains sur la Clusa qui ont des fermes d'été, et, Ouais. mais vous, Alors, c'est toujours au même Nous, endroit. c'est un peu exceptionnel, pareil. Là, nous, on n'a pas de ferme d'alpage, on est toute l'année au Oui, même endroit. Vous êtes un peu plus haut, donc On est un vous peu êtes plus entre haut. les deux. On est à 1300, donc c'est un peu la bonne altitude, on va dire. Mm. Et tous les pâturages sont autour de la ferme. Des fois, il y a 20 minutes à pied mais, pour les vaches, mais tout est autour et à chaque fois, elles rentrent se faire traire ici. Ok. On va voir les tables. Eh ben on te suit pour la suite de la visite, ouais. Comme ça, on aura tout vu, tout fait. Et Pipo, descends. Non, trop. Et juste là, il y a des silos à croquettes aussi. Ah bah oui. Ouais, au pied des pistes aussi. Tu peux repartir. Tu peux descendre au village par les pistes, là c'est plutôt cool. Ouais, bah souvent, je partais en ski de la maison par la piste verte, là, qui est en face. Ouais. En plus, elle n'est pas trop compliquée, donc... Oui, bah oui. tac, on va pas... Alors, regarde, bah là, on a quelques moutons aussi. D'accord. Regardez. On ira en voir en bas, il y en a une qui a fait les petits agneaux, on ira les voir après si vous voulez. Ah cool. Donc ça c'est la race locale, c'est les Ouais. Tonnet Marteau. Ah, oui. L'hiver on les garde un peu par là et l'été, nous ils sont dans la combe de la Creuse, Ouais. la porte des Aravis. Ouais. Donc il y a à peu près, dans chaque combe de la chaîne il y a des moutons. Et donc nous ils sont avec d'autres moutonniers, il y en a 250 à peu près. Et donc l'été ils sont en alpage là-haut. Et l'hiver, ils sont en pension à la maison. Exactement. Ben voilà, là l'état, si vous voulez passer au milieu, faites juste attention aux cornes, mais Ouais. normalement elles sont gentilles. Et alors, est-ce que tu les connais toutes, du coup, vu que tu as l'habitude? Est-ce qu'il y en a certaines qui ont des particularités? Est-ce que tu reconnais leur comportement? Elles sont déjà toutes différentes, c'est comme les humains. Pour les gens, c'est vrai quand ils viennent, ils se disent mais elles sont toutes la même tête, c'est toutes les mêmes, mais en fait non, elles sont toutes différentes. Et en plus, après, elles ont tout un... Là, c'est un peu leur boucle d'oreille. C'est Ouais. quand ils naissent, on leur met... C'est leur traçabilité, en fait. Ouais. Et donc, elles ont tout un numéro différent, mais au-delà de ça, physiquement, elles sont toutes différentes, donc on les reconnaît facilement, quoi. Et tu nous disais, vous en avez combien de bêtes du coup? Donc là, il y en a 27 Ok. en ce moment, et en tout, on en a 35, il y en a toujours 8. Enfin, on a toujours quelques vaches de taris pour avoir un roulement Ouais. et avoir du lait tout au long de l'année. Et en fait, on n'a pas l'été, on les met dans les parcs autour de la ferme, donc on les surveille tous les jours là. Ouais. Et l'hiver, on n'a pas assez de bâtiments pour les garder. Ouais. Donc on les met chez des personnes, c'est souvent des gens à la retraite qui nous les gardent. Donc nous, on a deux petits vieux qui nous gardent les vaches verrugines à Marlan. Ok. Et ils nous les surveillent. Un peu plus basse. Et puis dès qu'elles vont accoucher et qu'on va faire les petits veaux, on va les chercher et on les ramène ici. Trop bien. Parce qu'en fait, une vache, c'est un peu, c'est exactement comme les humains, mais 2 mois avant de faire son petit veau, on les met en congé maternité un peu. Ouais. Pendant 2 mois, on arrête de Au les traire, repos, on les met au tranquille. repos, comme ça, elles sont bien en forme après pour leur prochaine lactation, quoi. L'été, elles ont des petites cloches. Là, l'hiver, on les enlève parce que il n'y a pas trop d'intérêt à avoir les cloches, puis ça fait du bruit et tout ça. Alors que l'été, les cloches, c'est aussi c'est une tradition, mais c'est aussi avant tout pour... Il y en a une qui va se faire interviewer. Mais les cloches, oui, ça sert aussi en cas de brouillard, tout ça, Ouais, pour retrouver. le troupeau, quoi. Mm. Donc l'été, elles ont toutes des cloches. Des plus petites que celles que vous avez vues dans l'entrée, mais elles en ont toutes. Ok. Et maintenant qu'on a fait le tour de ton activité d'agri, est-ce qu'on n'irait pas voir aussi la partie sportive de... Pas de souci. Allez, Allez, on continue. montre l'atelier, le matos, On tout ça. ressort et puis c'est juste en dessous. Mine de rien, c'est quand même génial d'avoir grandi dans un environnement comme celui-ci. Et des fois, tu te rends compte un petit peu de la chance que tu as d'avoir pu vivre et grandir entouré d'animaux, dans un cadre idéal un peu comme ça. Oui. Parce que Non, c'est vrai que des si, fois, non. quand tu penses à ceux qui sont tout le temps, après, c'est Là, on chacun fait aussi juste ses une goûts. petite mais- pause ici. Vas-y. Ah C'est oui, juste- pour le petit... Je vous montre juste les petits agneaux si vous voulez. Ah bah oui. Tac. Je sais pas si... Ils sont nés il y a 3-4 jours. Oh, Ils sont tout mignons. ils sont trop beaux. Ils sont bien là. Ouais, ils sont Pas bien trop ici. froid, pas trop chaud, juste bien. Ils sont veux terrorisés, ils vont se planquer dans le coin.
Tu veux que je t'en prenne un dans les Et bras? ceux-là, ils iront cet été, Oh non, je vais laisser ils tranquille. iront cet été à la Creuse ou Ouais, je pense qu'ils Ouais. ils seront Cool. En aptes pleine à y aller. forme. Oh, bah, ils ont déjà l'air bien en forme. Hein. Tu vois, ils têtent. C'est l'heure du petit-déj. Parfois, tu dois leur donner le biberon ou en général Non, en général, ça se ça, passe c'est quand- comment des fois, oui. Il y a un petit problème, mais non, sinon, ils se débrouillent et Ils sont autonomes. ils sont autonomes. Ils ont la belle vie. On a droit à la visite complète, du Ah coup, oui. c'est top. Et oui, pour en revenir à ce que tu disais, Claire, moi, petit, ça a été plutôt un... c'est pas que j'avais honte, mais quand tes parents étaient agriculteurs, tout ça, je l'ai pas mal vécu, mais j'en étais pas trop fier, on va dire, à D'accord. l'école. Et en fait, plus les années passent, et en fait, maintenant, T'en es plus fier. une fierté d'avoir Et des comment parents. ça se fait à Bah, l'époque, à l'école? Tu sais, quand t'es jeune, à l'adolescence, tu dis que tes parents sont agriculteurs, c'est un peu, je sais pas, c'était un peu, je sais pas. Alors Ouais, que maintenant, c'était- je me dis là, quand il y avait le Covid, Ouais. c'est nous qui nourrissons le monde, on entretient la nature, on est avec des animaux, enfin, c'est génial en fait. Et je me dis quoi, et tous les jours, en fait, tout ce qu'on a dans notre assiette, c'est grâce à cette profession, tout ça. Et en fait, j'en suis fier, quoi. Et puis en fait, même par rapport aux valeurs, tout ça, c'est. Mais ça t'a inculqué de belles valeurs c'est un- depuis petit. Exactement, ouais, je pense que par rapport au sport, c'est très proche. C'est noble, c'est des produits de qualité, c'est la nature. Ouais, ça peut être que louable. Ouais, ça c'est sûr. Mais c'est vrai, quand on est jeune, à l'adolescence, Oui, il y a Oui, toujours des bah petites oui. moqueries. oui, voilà. Et après, même en termes de paysage, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et il y a plein d'endroits trop bien pour partir en vacances, tout ça, mais à chaque fois que je reviens, en fait, je suis tellement content d'être ici. C'est tellement beau, on a tout. On a une chance énorme, hein. La chaîne des Aravis, elle n'existe pas à Tu deux endroits dans le monde. Tu réponds aux questions qu'on avait prévues pour la suite. Parce que justement, quand tu nous disais Bon, on en que reparlera. t'allais à droite, à gauche, dans d'autres vallées, en Amérique du Nord et tout. Ah, et là, on arrive. Je suis désolé parce que c'est un peu C'est pas grave. le chantier. T'es prêt à partir. J'étais prêt à partir pour ce week-end, j'avais fait mes housses de ski. Donc j'en ai un peu partout. T'en as combien du coup en tout? Des skis? Ouais. J'en vois derrière encore, donc Parce que là, il y en a quand même pas mal. il y a un Non, magasin mais là, complet. après, j'ai encore une Donc housse là. pour une compétition, tu utilises jamais une paire. T'en utilises toujours plusieurs ou... Alors pour la course, j'en utilise qu'une. Ok. Parce Tu qu'on a... t'en prévois Mais par plusieurs, contre, les veilles de course, on teste par rapport à... En fait, chaque ski est différent par rapport à la neige, Ils ont tous des dessins différents, des structures différentes dessous. Et en fait, chaque veille de course, je teste entre 8 et 10 paires de skis, Ok. suivant les conditions. Et je pré-trie parce que je les sors pas tous. Et comme ça, je choisis la meilleure par rapport à la neige qu'il y a. Bah, pour la glisse, de toute façon, sur le ski de fond, c'est Après, j'en ai encore là. le Attends, je les paramètre le plus important. Ah ouais. Hop là. Après, j'en ai Pour encore ouvrir en un haut. magasin. Non, on va s'arrêter à ceux-là, mais ça fait déjà une belle collection. Bah oui, j'en ai une trentaine de paires, on va dire. Ah oui, oui, d'accord. Et puis voilà. Ouais, et c'est toute une logistique, à mon avis, pour pas s'en mêler les pinceaux. Enfin, ils sont numérotés, ils sont marqués et tout, donc ça va. Ouais. Mais, Bah après, c'est exactement comme les vaches, on les reconnaît, tous les skis sont différents. Ouais. Bon, ils ont tous un numéro. Et après, ouais, ils sont. Ouais, enfin, chaque ski différent. Pareil, si vous montez dessus, peut-être que vous vous direz, mais c'est tous les mêmes, quoi. oui, ouais. Mais nous, on sent des différences, ils n'ont pas les mêmes cambres, ils n'ont pas les mêmes structures, ils n'ont pas les mêmes semelles, voilà. Ils ont tous leurs C'est spécificités. et technique. C'est un peu technique, mais. Et en termes d'entraînement, ouais, pour le sport et tout, ce serait quoi ta journée ou ton programme habituel? Ça se construit comment, ton rythme là-dessus? Bah, c'est un peu comme aujourd'hui. Ouais, Là, vous êtes venu, il était quoi, 10h30? ouais. Je suis parti, je suis un peu plus tôt que prévu ce matin pour être là avec vous, mais je m'entraîne le matin. L'hiver, on fait souvent des séances de 2h, 2h30 le matin. Mhm. Après, on rentre manger, une petite sieste, et on repart l'après-midi pour une deuxième séance. Souvent un peu plus courte, Ouais. et voilà, il y a 2 séances par jour. Après, plus on est dans la saison, je veux dire, l'hiver, on a plus de demi-journées de récup, on fait moins long. Et l'été, par contre, là, c'est vraiment on va dire de mai à novembre, c'est tous les jours, matin, après-midi. Et les matins, les séances peuvent aller plutôt de 3, 4, 5 heures en ski à roulette, en vélo et en course à pied. Ok. Et l'après-midi, pareil, une autre belle séance de 2 heures, 3 heures de temps.
L'été, on fait vraiment du gros volume, on Ouais. est loin de la saison. Le but, c'est de s'entraîner dans la fatigue aussi. Hmm. Et Garder, voilà, enchaîner ouais, les séances. Voilà. d'avoir du volume, Ouais. garder de l'endurance. Et plus on Mais s'approche surtout des... pour des courses que tu fais, toi, des marathons, des formats un peu longs. Ouais, bah c'est oui, aussi le oui, but d'avoir de l'endurance là-dessus. Enfin, il faut de la puissance forcément, mais bien sûr, mais bien le rythme. même, bah, voilà, vous avez vu, Jules Chapaz a fait un podium en Coupe du Monde le week-end passé. Il Ouais. recourt encore là autour de ski avec Hugo et Jules, mais même eux, on s'entraîne souvent ensemble. Et même eux qui font des distances, on va dire, plus courtes, vraiment des sprints de 2-3 minutes et des 10 km, bah, au final, l'été, ils font les mêmes séances que moi. Ils font aussi long. C'est vrai que pour tenir tout l'hiver, enchaîner les week-ends, tenir les trajets, tout ça, en fait, faut avoir un gros volume d'entraînement, une bonne... Mais finalement, tu penses toujours sport, où il y a vraiment quand même des fois où tu arrives à décrocher un petit peu et à souffler. Non, bah oui, on pense un peu tout le temps sport. Après, les sportifs, on a un peu 3 semaines, un mois de récup, c'est le mois d'avril. La saison, souvent, se termine le premier week-end d'avril ou début avril. Et on rattaque l'entraînement pour la saison suivante le 1er mai. Ça, c'est un peu sur le plan. Après, chacun a 10-15 jours, on décale. Et donc, on a le mois de repos, le mois d'avril, où là, souvent, les sportifs, ils profitent un peu. Ouais, c'est bien, c'est mérité en même temps. Et tu nous parles beaucoup du ski de fond, du coup c'est normal, c'est ton job, mais est-ce que tu as des plans de carrière pour après? Est-ce que ça passera tout sur la ferme? Est-ce que tu veux Surtout veux que tout rester... à l'heure, tu nous parlais de peut-être dernière année de ski, donc pourquoi? Alors, la ferme, je sais pas. Enfin, ça me plaît, mais tout seul, c'est impossible. Il y a entre la vente, Oui. la fabrication, la traite 2 fois par jour, c'est quasiment impossible. Il faut soit être accompagné dans la vie avec quelqu'un comme mes parents, tous les deux, avoir un salarié ou être en GAEC. Ma maman et mon papa est à l'âge de la retraite, mais pas ma maman, donc ils ont encore quelques années à travailler, on va dire, dans le même système tous les deux. Ouais. Donc je sais pas si je continuerai, puis c'est vraiment un métier passion, quoi. C'est Oui, tous oui, les jours, oui. toute l'année. Après, moi j'ai envie un peu, pour le moment, d'être de faire un métier qui a un rapport avec le ski ou dans le sport. Garder un pied là-dedans. Ouais. Donc être entraîneur, l'an passé on m'avait proposé un poste de coach à la Clusa. J'ai vraiment hésité parce que voilà, j'ai vraiment envie de donner aux jeunes tout ce que moi on a pu me donner. C'est être avec les jeunes, Ouais. à la Clusa. Enfin, entraîneur, j'aimerais vraiment. Mhm. J'ai passé mon monitorat ce printemps, donc je suis diplômé moniteur, donc je peux enseigner aussi. Après, voilà, travailler, voilà, je suis équipé par Salomon, travailler dans une marque de ski comme ça, être technicien ou C'est vrai que développer. dans le développement des produits, il y a de quoi Exactement. faire aussi. Être technicien, être sur la Coupe du Monde, parce que chaque marque a des techniciens qui tâchent les skis de la marque pour donner aux athlètes en plus de leur ski. Mhm. Donc voilà, je sais pas, mais j'aimerais être un peu dans le sport. Il y a plein d'options. Il y a plein d'options, C'est mais bien, à tant voir. mieux. T'as cette chance-là. On va terminer cette interview parce que ça fait quand même un petit moment qu'on parle et qu'on visite la ferme. Tu parlais des copains, Jules Chapaz qui a décroché une 2e place en Coupe du Monde, Théo, Chély, Hugo Lapalu, et puis il y en a plein d'autres. Il y a aussi Antoine Colombaton en Andy sur le nordique. T'as un petit message à leur faire passer aux copains en ce début d'année? Non, je leur souhaite que le meilleur pour 2024, une super saison de ski. Ils ont déjà super bien terminé 2023 pour la plupart et super bien attaqué 2024. Donc On va suivre ça de près. On va suivre ça de près. Puis je pense qu'ils ont toutes les armes pour performer et faire parler de la Clusa à l'international. Génial. Et puis en plus, ils ont, je pense, tous dans un coin de la tête les JO 2026 à Milan et aussi potentiellement les 2030 à la Clusa. Donc je sais, on en a parlé entre nous. C'est une source de motivation énorme, quoi. Donc je pense qu'ils sont remontés comme des coucous et non, ils vont tout donner. Ils vont tout donner. Et en plus, voilà, c'est au jour d'aujourd'hui, Hugo Lapalu, c'est le leader en distance en ski de fond. Jules Chapaz, c'est un des leaders en sprint. Ouais. Théo est super polyvalent. Antoine est super bon. Il y a une super génération, mais voilà, ça c'est grâce aux entraîneurs du club. Et derrière aussi, ça suit. Encore. Et derrière, il y a une génération là, de jeunes, là, c'est vraiment super. Même chez les filles, c'est bien, il y a une équipe de filles aussi qui arrive là, avec Margot, Noélie. Donc il y a des belles années à... Ça annonce de belles années à venir. Exactement. Puis même dans les autres disciplines, en alpin,
en freestyle, en ski alpi, donc c'est trop bien pour le club. On a de quoi s'occuper, on a de quoi faire et on vous invite évidemment à aller écouter les différents podcasts qu'on a pu faire parce qu'il y en a certains qui sont passés, il y en a d'autres qui vont arriver. On ne vous dit pas ce qu'on a dans la liste, mais on parlera peut-être un peu de freestyle aussi cette saison. Merci encore à toi, Gégé. Merci pour la visite. Merci à vous. Merci pour l'accueil, le café, la visite, la totale. Et on te souhaite que du bon pour 2024. Et à nos auditeurs aussi d'ailleurs, bonne année à tous. On se retrouve au mois de février pour un nouvel épisode avec un nouvel invité, un ou plusieurs d'ailleurs, on verra ça, ce sera la surprise. Et merci beaucoup. Et puis d'ici là, mollo sur la galette. Voilà, la galette tranquille. Merci Gégé. Salut, merci. Salut. À bientôt.